Après l'accident tragique qui a fauché deux jeunes enfants à Beauport, la communauté se mobilise pour la sécurité routière. Bienvenue à Nouveau Info Québec. Bonsoir tout le monde, bon lundi, bon début de semaine. Bonsoir Félix-Antoine. Indignation qui est encore bien présente à Beauport après que deux enfants aient été happés par un véhicule il y a de ça quelques jours. Il y a une marche d'ailleurs qui était organisée pour demander des actions de la part des autorités. Qu'est-ce qu'on avait à dire concrètement? Bien, ce ne sera pas très surprenant, Jean-Simon. Ce qu'on voulait, c'est plus de sécurité dans le secteur de Beauport, particulièrement pour les piétons. Donc, pour ça qu'on s'est organisé une marche aux alentours de 7h30 là, ce matin. Près d'une centaine, peut-être même 150 personnes, selon les organisatrices, qui se sont rassemblées pour manifester leur désir d'en voir plus être fait dans ce secteur-là. On veut simplement éviter ce genre de tragédie-là. Et j'ai pu parler à l'une des organisatrices et comme vous allez entendre, bien, c'est pas tant une question de quoi qui sera fait, mais c'est plus de s'assurer que quelque chose sera fait. Bien, on aimerait que les choses changent à Beauport. En fait, on voudrait plus d'infrastructures pour les piétons, des traverses de piétons, des radars photos, des radars pédagogiques, je veux dire, des traverses de piétons mieux balisées. En fait, peu importe quoi, moi je ne suis pas spécialiste non plus là, dans ce qui peut être fait là, pour faciliter le déplacement puis le transport actif avec les piétons. Mais qu'est-ce qu'on veut, c'est que ça soit mieux pour tout le monde là, dans notre quartier. Est-ce que la Ville de Québec était présente aussi? Oui, bien, la conseillère municipale du secteur, Élisa Véro, qui s'est présentée à la marche et qui a aussi pris le temps de parler aux deux représentantes organisatrices de la marche pour leur parler de ce qui était prévu par la Ville de Québec dans le secteur. Bon, on sait notamment qu'il y a un corridor Vivacité vélo qui s'en vient, ce qui va venir avec évidemment des aménagements. Donc, une discussion qui a eu lieu là-dessus. Les organisatrices d'ailleurs qui me disaient avoir été satisfaites de cette rencontre. Mais j'ai quand même voulu savoir avec Élisa Véro, à qui j'ai pu parler, qu'est-ce qui ressort pour elle de cette marche et quel message, du moins, qu'est-ce qu'elle ressort de tout ça. Je vous laisse entendre sa réponse. Moi, comme conseillère municipale, ça remplit ma réserve de courage. Parce qu'à chaque fois qu'on prend une décision au bénéfice de la sécurité des piétons, au bénéfice de la sécurité des utilisateurs de la route qui sont plus vulnérables, souvent on a le droit à une levée de bouclier. Mais là, ce matin, d'être avec les gens, d'être avec les parents, d'être avec les enfants, puis de voir qu'il y a eu une belle mobilisation, une belle réponse, même à 7 heures du matin, bien, on part avec du courage, puis on part avec le fait que les décisions qu'on va prendre vont être appuyées. Je termine, Jean-Simon, en te rappelant qu'aujourd'hui, Daniel Robitaille, l'homme qui est accusé de conduite, conduite dangereuse ayant causé des lésions dans ce dossier-là, était de retour en cours ce matin. C'était, comme on dit dans le jargon, pro forma, donc pour la forme. Et il faut dire qu'il a un nouvel avocat de l'aide judiciaire, son ancienne avocate qui a dû déménager de secteur, donc on lui a assigné un nouvel avocat. Il a eu encore quelques frasques en cours, là, on commence à être habitué depuis le début des procédures. Un gros dossier, une grosse feuille de route. Oui, plus d'une cinquantaine de dossiers, faut le dire, au plumitif. Donc, toute une histoire. Et là, pour l'instant, ça va reprendre au VAMI, justement, pour que son nouvel avocat ait le temps de se familiariser avec le dossier. Merci, Félix. Au plaisir, Jean-Simon. Bonne soirée. Et on reste dans le milieu de la justice. On s'en va à Saint-Joseph-de-Beauce, au palais de justice où Juliane Perrault est sur place. C'était l'ouverture du procès de séchoir de Beauce et bois ouvrés. Les entreprises sont accusées de négligence criminelle dans un incendie qui a coûté la vie à 3 employés de l'usine en 2021. Exactement. Je vous rappelle quand même les chefs d'accusation, le 3 de négligence criminelle causant la mort, mais aussi 5 de négligence criminelle causant des lésions. L'explosion a eu lieu en 2021, le 20 septembre précisément. Donc, c'est un incendie qui commence au 2e étage de l'usine et par la suite, eh bien, c'est l'explosion. Vous allez voir des images. La plupart des employés vont quitter rapidement, mais malheureusement, 3 d'entre eux vont perdre la vie. C'est le cas de Mario Morin, Jean Lachance, Martin Roy et 5 autres vont être blessés gravement. Donc, aujourd'hui, le DPCP a présenté ce qu'il jugeait comme étant une mauvaise gestion de la poussière de bois. Il faut comprendre que la poussière de bois, c'est inflammable. Il y avait un contexte propice à l'explosion. Pourquoi? Parce que sur le dessus de l'usine, sur le toit, on effectuait des travaux par point chaud. Donc, des travaux qui impliquaient une flamme, par exemple, une grande source de chaleur. Alors, selon le DPCP, il y a eu des manquements potentiellement à ce niveau-là concernant la sécurité, les obligations légales de l'entreprise à permettre un lieu sécuritaire, finalement. Dans les salles d'audience aussi, il y avait beaucoup de familles, des membres, là, les familles des victimes. Alors, je vous laisse entendre la sœur d'une des victimes sur ce qu'elle avait à dire lors du procès d'aujourd'hui.
Qu'est-ce que je trouve déplorable, c'est que la compagnie n'est pas présentée, elle n'est pas là. Les personnes, les propriétaires sont même pas dans la salle pour faire mon deuil de mon frère. Je veux savoir qu'est-ce qui s'est passé pour que la situation ne se reproduise pas non plus. Parce que moi, à chaque fois que je voyais mon frère, on venait d'enterrer ma mère au mois d'août. Puis mon frère est décédé au mois de septembre. Puis la chose qu'il parlait, c'était toujours qu'il était indemne 2-3 fois par semaine des feux dans l'usine. Fait que pour moi, c'est très important qu'il y ait un changement sur ce côté-là. Ouais, et il y a des employés qui ont assisté à la tragédie qui ont témoigné aujourd'hui aussi, Juliane. Exactement, des employés, des ex-employés. C'est le cas de Réal Doyon. Il est opérateur d'une chambre de peinture qui était tout près là, de ce qui s'est déroulé à l'usine. Il est là quand même depuis 12 ans. Il va arrêter rapidement sa machine qui fonctionne au gaz naturel, va quitter les lieux. Il dit avoir senti des odeurs de gaz quelques semaines avant la tragédie. Une autre femme également qui était sur place, un autre employé disait ne pas connaître là, tout ce qui est en lien avec la sécurité, avec la poussière de bois. Donc c'est ce qui est ressorti aujourd'hui, mais il y a 27 autres témoins qui vont être présents dans les prochaines semaines. Merci, Juliane. Je vous en prie. Les productions horticoles de Mers sont en bonne voie d'être rachetées par l'entreprise Savoura. Les énormes serres de Saint-Nicolas sur la rive sud pourraient continuer leurs opérations sans qu'un seul emploi ne soit perdu. Voici le reportage de Mathieu Boivin. Les serres de Mers, c'est gros à Lévis. On est passé proche de perdre ça. L'entreprise était au bord de la faillite. Mais le producteur de tomates Savoura a déposé une offre dont le montant est gardé confidentiel pour acheter les actifs de Demers, qui a aussi des serres à Drummondville. Petit tour d'horizon pour comprendre pourquoi ça allait mal chez Demers. L'entreprise a été fondée en 1960. C'est rapidement spécialisé dans les tomates et les petits fruits. En 2021, Québec a versé 53 millions en prêts et en subventions pour diversifier la production. Des poivrons, des concombres, des aubergines. On a construit 15 hectares de serres, l'équivalent de 20 terrains de football. Mais rapidement, un problème de concurrence déloyale de tomates mexicaines est venu jouer les troubles-fêtes. Mais le pire, le virus de la rugose de la tomate qui a forcé la destruction de la production. L'entreprise a déposé son bilan en janvier 2026 avec des dettes de 87 millions. On revient à la transaction. Le patron de Savoura, Luc Prévost, ne veut pas qu'on le voit comme un sauveur, mais il est fier de son coup. Pas sûr si j'utiliserais le chevalier blanc, mais effectivement, je pense que c'est une excellente nouvelle quand un joyau québécois peut être sauvé. Avec cette acquisition-là, on passerait à 66 hectares, donc une augmentation de 70 %. Aucune nécessité de modifier quoi que ce soit au niveau personnel, opérationnel ou autre. La vocation des actifs que nous avons achetés sont directement identiques à ce que nous, on fait ici chez Savoura. L'important, c'est d'avoir une transition harmonieuse. Transition harmonieuse, ça reste à voir. Les 200 employés de Demers ne sont pas menacés. Mais si on est content chez Savoura, on l'est pas mal moins chez Demers. Le président n'a pas voulu donner d'entrevue et on nous a sèchement refusé l'accès aux serres pour prendre des images. On est peut-être morose de la fin d'une époque, ça se comprend. Mais un rachat par Savoura est probablement la meilleure solution possible, selon Sylvain Charlebois, un observateur expert de l'industrie agroalimentaire. C'est une bonne nouvelle en soi. On va réduire la dette pour justement rentabiliser les opérations. Le problème avec la filière céréale, c'est qu'il faut être patient. Mais Savoura est en mesure de rentabiliser la patience aussi, là. Donc, ils ne sont pas nés hier, là. Moi, je pense que FAC, Investissement Québec, est en arrière de ça. C'est eux autres qui vont... c'est les contribuables québécois qui vont probablement manger le bas, là. Parce qu'ils vont se dire, j'aime autant obtenir 20 cents dans la pièce que rien. Mais au moins, ça reste au Québec. Savoura s'attend à voir le feu vert de la Cour au début de juin pour compléter la transaction. À Saint-Nicolas, Mathieu Boivin pour Nouveau Info. La fièvre des séries va pouvoir se vivre aussi à Québec cette semaine. Une diffusion sur écran géant va permettre aux partisans des Canadiens de se rassembler au Centre Vidéotron pour visionner le match 5 entre Montréal et les Sabres à Buffalo jeudi. Il y a seuls quelques billets qui sont encore disponibles. Ça s'est envolé vite, hein? Les profits vont être remis à la Fondation des Canadiens pour l'enfance, au Fonds d'études des remparts et au Centre de pédiatrie sociale de Québec. Les festivals du Québec vont profiter cette année d'une somme de plus de 27 millions de dollars pour leurs activités. Dans la capitale nationale, on parle de 5,7 millions qui vont être octroyés pour 35 festivals et événements touristiques grâce à un appui du gouvernement du Québec annoncé ce matin.
De retour avec Valérie Gaudreau, notre collaboratrice du Soleil. Bonsoir, Valérie. Bonsoir, Un Jean-Simon. petit bout de temps, tu es là pour le sprint de la session parlementaire. Ce ne sera pas très long. Il risque d'avoir pas mal d'actions. Par contre, ça a été chaud d'ailleurs lors de la rentrée parlementaire la semaine dernière. Est-ce qu'on s'attend à la même chose cette semaine? Ah oui, absolument. La semaine dernière, en tout cas, ça a été... c'était quand même la première fois que Christine Fréchette y était comme première ministre, première période de questions, discours inaugural. Il s'est passé tellement de choses qu'on a l'impression que tout ça fait déjà un mois, alors qu'on amorce là, cette deuxième semaine d'une session, tu l'as dit, très, très courte. Moi, ce qui m'a frappé la semaine dernière, c'est le ton des échanges. Non seulement le dossier, mais le menu législatif est quand même corsé. Il y a l'étude des crédits, il y a plein de choses, mais on a surtout... ce n'est pas que la première ministre qui est attaquée dans ce qu'elle représente ou non de nouveautés. On a vraiment les tirs croisés, on l'a vu. La première ministre, la CAQ a attaqué le PQ a attaqué le Parti libéral. Donc, on a vraiment... Moi, j'ai clairement, ceux qui en doutaient encore, c'est la campagne qui est déclenchée. C'est assuré qu'on est vraiment dans un contexte électoral. Il y a un certain climat d'une marmite parlementaire là, qui bouillait pas mal et qui va continuer à bouillir. Définitivement. Tu parlais un peu des libéraux. Oui. Charles Milliard qui a eu une semaine assez corsée aussi. Là, je pense à l'affaire Sonna-Lacoyenne-Olivier. Entre autres, est-ce que c'est un baptême du feu pour lui? Oui, je trouve que oui. Il y a eu quand même toute la question aussi de lapsus lorsqu'il a évoqué que le Québec avait deux... Je peux vous dire quelque chose dans les... il voulait préciser sa pensée en disant coudonc, je peux vous le dire dans les deux langues officielles. Bien entendu, il n'y a que le français qui est une langue officielle. Donc, on a vu, c'est pas tant le lapsus lui-même que la manière dont les adversaires ont réagi. Jean-Simon, tu sais à quel point la langue française, c'est toujours extrêmement délicat pour les libéraux. Les questions d'éthique, Mme Lacoyenne-Olivier, blâmée par la commissaire à l'éthique, bien sûr qu'elle n'était plus membre du Parti libéral, c'est les mêmes fantômes, du caucus, mais c'est toujours cet amalgame. Même si c'est la campagne de Pablo Rodriguez, même si Charles Milliard n'était pas là, même si elle avait été exclue déjà du caucus depuis un moment, il reste que ça identifie le Parti libéral. Alors, c'est sûr que peut-être que les dommages sont modérés, mais assurez-vous, soyez assurés que les adversaires vont tenter encore de faire cet amalgame-là entre Parti libéral et pratique douteuse. Non, c'est ça, les libéraux qui essaient d'amener des candidatures intéressantes. Oui, quand même. Il y a M. Cossette dans Sherbrooke. On veut aller rechercher l'ancien fief de Jean Charest. Tout à fait. Passer à QS avec Christine Labrie qui ne se représente pas. Et c'est intéressant de le mentionner parce qu'effectivement, il y a une attractivité là, des libéraux. On se demandait un peu s'il y a un effet milliard. En tout cas, on verra dans les sondages qu'est-ce que ça donnera. Mme Fréchette a quand même eu une arrivée assez fulgurante aussi. Mais je pense qu'il y a clairement une attractivité. On a vu des candidatures ici à Québec, dans Louis Hébert la semaine dernière. Maître René Verrette, quand même, réputé comme procureur de la Couronne. Maintenant, on a M. Cossette. Donc, il y a aussi Pierre Cossette, donc il faut préciser, qui est l'ancien recteur de l'Université de Sherbrooke. Et un nom qui circule, Michel Leblanc, qui a dirigé pendant 16 ans la Chambre de commerce de Montréal. Alors, économie, santé, éducation, justice, quand même des secteurs névralgiques. On l'a dit, ça va aller vite. Les crédits budgétaires, ça commence. Il va y avoir essentiellement 2 semaines pour étudier les projets de loi. Puis il y a le dossier santé numérique à travers ça aussi. Donc, beaucoup de choses. C'est complètement fou. Très cool. Honnêtement, c'est mathématique, le nombre de jours qui restent avec les projets de loi, avec le temps qu'on doit consacrer à l'analyse des crédits. C'est complètement fou, sans compter tous ces beaux sujets champ gauche qui arrivent, qui font l'actualité, qui sont imprévus. Alors, d'ici au 12 juin, là, on ne s'ennuiera pas la semaine. Oui, après ça, ça va être l'été, puis la campagne. Et on va tomber en campagne, voilà. Ouais, voilà, que le temps passe vite. On va s'en parler bientôt. Salut. Merci beaucoup. Valérie, bonne soirée. Bye-bye. L'hôtel Château-Laurier a récemment investi 4,5 millions de dollars pour compléter la transformation de 91 de ses chambres. Les chambres rénovées font par ailleurs une place à des œuvres d'artistes québécois. Pour limiter son empreinte environnementale, le projet réalisé au cours des 4 derniers mois a permis de revaloriser le mobilier en bois existant et de remettre certains éléments à des organismes communautaires de la région. On avait des meubles garde-robe qui étaient assez massifs dans l'entrée des chambres. Ce qu'on a décidé, c'est de venir créer plus d'espace. Donc maintenant, c'est un meuble qui est ouvert, avec une pôle ouverte, mais ce mobilier-là, entre autres, a pu être donné. Donc on a l'équivalent là, de 75 000 $ en ameublement qui a été donné à 7 organismes ou ressourceries de la région.